l'obligation d'avoir des résultats, etc. C'est ça qui fait que, effectivement, ces maladies chroniques sont en hausse aujourd'hui dans les entreprises. Il n'y a peut-être pas eu des études statistiques pour dire voilà le pourcentage, mais d'un point de vue général, ils sont en nette augmentation aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les autorités, nos politiques publiques intègrent cette tendance-là? Bon, les politiques, c'est peut-être... bon, ils intègrent cette tendance parce que je pense qu'il y a une politique de santé et sécurité au travail qui a été adaptée par le ministère, c'est-à-dire dans le cadre des conventions de l'Organisation internationale du travail. Et ces dispositions sont bien prises en charge dans cette convention. Maintenant, après avoir écouté un peu l'importance qu'il y a à prendre des dispositions au niveau de l'entreprise, que ce soit l'employeur, que ce soit le médecin du travail, quelles sont les adaptations possibles pour les travailleurs souffrant de maladies chroniques? Parce que c'est vraiment des conditions, il faut que les travailleurs soient adaptés au poste. Quelles sont les adaptations possibles au cas par cas? Oui, d'accord. Bon, alors, on parle d'abord d'aménagement raisonnable. C'est-à-dire qui est centré sur le risque et la fonctionnalité. D'abord, il y a les horaires de travail, c'est-à-dire l'organisation des horaires de travail. Il va falloir des horaires flexibles, il va falloir des horaires qui permettent aux travailleurs, par exemple, bon, si je prends le cas de diabète, pour les gens qui sont diabétiques insulinodépendants, vous savez qu'il y en a qui font l'insuline 1 ou 2 fois ou 3 fois, donc ils le font quelques instants avant les repas. Donc il va falloir accepter que la personne, puisque pour éviter la stigmatisation, il ne va pas se faire piquer devant les gens. Donc il faut bien lui donner le temps d'être un peu à l'abri des yeux, fasse discrètement sa piqûre et de venir manger. Ensuite, donner le temps aux gens aussi de prendre, comment dirais-je, leurs médicaments. Alors, l'adaptation des tâches aussi, il faut éviter les tâches lourdes. Les travaux, par exemple, les travaux en hauteur, il faut éviter ça pour des gens comme ça, ces hypertendus. Les travaux en hauteur, en général, pour comprendre, c'est, par exemple, au niveau de l'EDM, par exemple, les gens qui montent sur les poteaux. Au niveau aussi du système de télécommunications aussi, ils ont des grosses antennes sur lesquelles les gens peuvent monter. Et puis l'aménagement ergonomique, c'est-à-dire au niveau du poste, pour les postes où il y a des vibrations et tout ça, il faut peut-être les exposer moins à des actes comme cela. Merci vraiment pour ces éclairages. Mais vous avez parlé aussi de la discrimination qu'on peut, dont peut souffrir par exemple ces malades chroniques qui sont des travailleurs aussi. Comment peut-on éviter cette discrimination et puis cette stigmatisation? Alors, on va l'éviter pour deux choses. D'abord, l'employeur n'est pas obligé de connaître la maladie que la personne a. C'est pas, ah non. Ça rentre dans le cadre même du secret médical. C'est pourquoi vous verrez souvent quand on donne des fiches d'arrêt de travail, ce qu'on appelle les arrêts maladie, tu ne verras pas de maladie dessus. Tu verras monsieur X a droit à un arrêt de travail de 3 jours allant par exemple du 12 au 15, qu'il doit reprendre le 16. Mais tu ne verras jamais là-dedans que parce qu'il est hypertendu, parce qu'il est diabétique, ou parce qu'il a le sida ou quoi que ce soit. Donc, d'abord, comme j'ai dit, l'employeur ne doit pas le savoir et il ne doit pas chercher à le savoir. Ça, c'est la première des choses. Et puis, comment dirais-je, il y a des politiques internes écrites, affichées, pour que les travailleurs le lisent, pour dire qu'il ne doit pas avoir de discrimination. Et ensuite, il y a aussi des messages factuels sur des informations qu'on peut donner aux travailleurs, sur l'hypertension, comme j'ai dit, sur le diabète, en expliquant aux gens que ce n'est pas des maladies contagieuses. C'est-à-dire que tu peux
être sur le même bureau, dans le même bureau qu'un hypertendu, mais il ne va pas te transmettre ça. Tu peux travailler dans le même bureau qu'un diabétique, mais il ne va pas te transmettre son diabète. Donc, c'est des informations comme ça qu'il faut passer à tous les travailleurs, malades et non, pour les rassurer qu'on peut bien être malade, on peut bien travailler et on ne transmet pas cette maladie parce qu'on est dans le même bureau ou parce qu'on occupe la même table. Donc c'est ça, ces informations qu'il faudra donner. Il faut insister sur la sensibilisation tout à fait du personnel. Des travailleurs, du personnel. Et en plus, tout le monde peut tomber malade. Exactement. On ne le paye pas la maladie. Ça c'est sûr. Mais pour le cas des maladies chroniques transmissibles, il n'y a pas de risque pour les autres travailleurs qui ne sont pas à risque? Bon, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Bon, le risque peut être général, par exemple, si nous prenons une usine dans laquelle travaillent ces gens, qu'ils fassent une crise, qu'ils tombent, qu'ils laissent la machine tourner, bon, ça peut être un risque pour tout le monde. En dehors de ça, il n'y a pas de risque particulier. Comme je dis, le plus important, c'est que le travailleur soit conscient qu'il est malade, qu'il peut être suivi et qu'il peut continuer à travailler s'il suit régulièrement ses contrôles, ses médicaments, etc. Et qu'il respecte aussi les conditions, les dispositions tout à fait, les dispositions. Pour éviter quand même les risques que vous venez de souligner. Alors, ces travailleurs, au regard de ce qu'on vient de dire, nous savons quand même que c'est une maladie qui peut handicaper, mais ça n'empêche pas de travailler dans la dignité si les conditions sont réunies. Mais est-ce qu'ils ont des droits particuliers en fait? Alors, ils ont des droits, mais ils ont des devoirs aussi. Alors, les droits, c'est que, comme je disais, ce n'est pas parce qu'on a une maladie qu'on n'est pas apte ou qu'on n'est pas compétent pour faire son travail. Et les droits, c'est ce qu'on a appelé, comme je dis, les principes de non-discrimination. C'est la médecine du travail, avec toutes ces visites d'embauche, ces visites périodiques, etc. Et les visites périodiques, surtout, qu'on doit faire régulièrement. L'autre droit aussi, c'est, comme j'ai dit, le secret médical, c'est que le médecin n'a pas le droit de divulguer aux autres les diagnostics qu'il va faire sur un travailleur. Alors, l'autre chose, c'est qu'à la limite, si ils sont vraiment dans des dispositions où c'est difficile de faire des adaptations pour qu'ils continuent à travailler, dans le cadre du Code de prévoyance sociale, il y a ce qu'on appelle l'invalidité. Alors, l'invalidité permet à un travailleur d'aller à la retraite plus tôt sans qu'il y ait d'abattement sur le nombre d'années qui reste pour la cotisation. La seule condition, c'est qu'il faut qu'il ait travaillé 8 ans et il faut qu'il y ait une incapacité permanente partielle d'à peu près les 2 tiers, c'est-à-dire qu'il ait perdu, qu'il ait une IPP d'à peu près 70%. En général, on dit 66,66%, prenons, disons, 70%. C'est-à-dire qu'il est incapable aux 2 tiers d'une personne normale. Plus 8 ans de cotisation, il y a une procédure à l'INPS qui fait qu'il y a des imprimés d'invalidité qui sont remplis par le médecin traitant, c'est-à-dire le médecin qui s'occupe des travailleurs, et qui sont confirmés ou qui sont remplis aussi par le médecin conseil de l'INPS. Et dans ce cas, si le médecin conseil de l'INPS dit que vous avez une incapacité permanente partielle de 70%, vous pouvez partir à la retraite plus tôt, à partir de 50 ans, et les autres nombres d'années qui restent pour la cotisation, pour avoir la retraite normale, il n'y aura pas d'abattement là-dessus. Alors que si vous partez plus tôt, alors que vous n'êtes pas invalide, il y a un abattement de 5% par année d'anticipation de départ. Donc ça veut dire que, mais selon vous, est-ce que ces droits sont respectés? Ah si, au Mali, il y a plein de gens, en tout cas dans le cadre du Code de prévoyance sociale, il y a plein de travailleurs qui partent à la retraite et qui montent un dossier invalidité et qui sont pris en charge par l'INPS. Alors, par exemple, ces arrêts maladie peuvent être de longue durée. Et
comment est-ce que ces arrêts maladie longue durée sont gérés dans les entreprises? Alors, ils sont gérés dans l'entreprise, comme j'ai dit, par l'information, par le fait de ne pas faire trop de pression sur la personne qui est concernée, par les visites périodiques, comme j'ai dit, comme le prévoit la médecine du travail, la santé et la sécurité au travail. C'est de prévoir des plans de retour progressifs pour ces gens-là. Et c'est de faire des suivis post-retour. C'est-à-dire que même si la personne est en arrêt, qu'il reprenne son travail, la première et deuxième semaine, il faut que le médecin suive bien ce retour-là. C'est uniquement ça. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez des exemples dans le contexte malien que vous pouvez donner sur ces cas de maladies chroniques avec des arrêts de travail longue durée? Ah, surtout, ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, par exemple, pendant les diabétiques, au moment où ils font des hyperglycémies élevées, ils ne peuvent pas travailler avec ça. Les hypertendus aussi, quand ils ont des tensions, des poussées hypertensives, ils ne peuvent même pas se mettre debout, à plus forte raison travailler. Donc il va falloir les mettre sous traitement et les mettre en arrêt. J'ai parlé de l'insuffisance rénale chronique. Quelqu'un qui a, comme on dit, une insuffisance rénale chronique et qui doit faire 3 séances de dialyse par semaine. Et tu sais que quand tu fais la dialyse, pratiquement la journée, tu ne peux rien faire. Parce que d'abord, la dialyse prend 6 heures de temps ou un truc comme ça. Après, quand tu sors, tu as l'air un peu groggy, tu es fatigué et tout ça. Donc, les 3 jours de la semaine où tu fais la dialyse, il est hors de question de travailler. Donc, tu ne peux travailler que les autres 2 jours, pratiquement. Je pense que c'est 5 jours dans la semaine de travail. C'est ça. Ouais. D'accord. Mais quelle est la procédure concrètement au sein des entreprises, par exemple? Alors, la procédure, c'est, comme j'ai dit, c'est d'abord de diagnostiquer la maladie. C'est d'informer l'employeur que ton travailleur, là, il a une insuffisance rénale qui fait qu'il est obligé, même si dans ce cas, on sort un peu dans le cadre du secret médical, parce qu'il faut quand même l'informer. On n'informe pas les autres travailleurs, mais on informe l'employeur, le responsable de l'entreprise, que M. X a fait une insuffisance rénale qui nécessite des séances de dialyse 3 fois par semaine. Donc, il faut que l'employeur soit pouvoir adapter son travail sur les 2 jours où il sera disponible pour le reste de la semaine. Alors, il est vrai, s'il est réceptible, il va l'accepter. Mais si vous tombez sur des employeurs aussi qui sont un peu carrés ou qui disent « Ah non, les 3 jours, qu'est-ce que je fais ?» Donc, on peut rentrer dans le cadre de monter, par exemple, un dossier d'invalidité pour la personne, pour qu'il puisse avoir sa pension et qu'il puisse être remplacé tranquillement dans l'entreprise. Merci vraiment pour vos réponses. Je pense que nous allons attaquer maintenant la question du dialogue social. Est-ce que le dialogue social facilite la gestion de ces maladies chroniques? Ah, bien sûr. Parler de sensibilisation. Tout à fait. Parce que d'abord, il faut institutionnaliser les règles, c'est-à-dire les aménagements, les confidentialités, les problèmes de non-discrimination, de prévenir les conflits par les refus d'aménagement, les rumeurs, les licenciements contestés. C'est de co-instruire des dispositifs, c'est-à-dire des campagnes de dépistage, des actions anti-stress, des dispositions par rapport à l'ergonomie. Tout ça rentre dans le cadre des orientations de la santé et sécurité au travail. Donc le dialogue social est très important dans ce cadre-là. Donc, un rôle important du dialogue social dans la facilitation de la gestion des maladies chroniques. Mais quel est le coût de la non prise en charge pour l'entreprise ou la société? Bon, le coût de la non prise en charge, d'abord il y a l'absentéisme. Parce que, quoi qu'on dise, c'est des gens qui ont souvent des arrêts répétés. Donc, qui ne sont pas au poste en permanence, tous les jours, toutes les heures. Bon, il y a ce qu'on appelle aussi le présentéisme, c'est-à-dire qu'ils sont présents, mais ils ont une productivité
qui est réduite. Et puis, il y a le fait qu'ils sont plus enclins à faire des accidents pendant qu'ils sont en train de travailler, liés même à leur maladie qui les rend un peu plus fragiles. Donc, c'est pourquoi les organismes internationaux insistent sur l'intérêt économique de la prévention et l'application de la santé et sécurité au travail, c'est-à-dire un bon suivi des travailleurs. Pour, comme j'ai dit, l'idéal, c'est de suivre la personne et qu'il continue son travail, que de le licencier ou de le licencier par rapport, parce que seulement il fait une maladie chronique pour laquelle il peut bien travailler et être suivi. Donc il faudrait franchement que les employeurs jouent leur rôle. Exactement. Pour que cela soit une réalité. Tout à fait. Donc la maladie chronique n'est pas une fatalité. Pas du tout. Voilà. Donc, et on peut être malade chronique et être compétent à faire son travail. Je pense que c'est ce message-là qui doit être perçu. Tout à fait. Généralement, surtout qu'en général, tu trouveras même que c'est des personnes d'une grande expérience dans l'entreprise. Exactement. Voilà. Parce que si le message n'est pas perçu comme ça, et comme je l'ai dit, généralement, on prend toujours la maladie comme étant handicapante. Donc, du coup, en rapport avec la compétence, on pense que ça limite un peu les capacités, alors que si elle est bien suivie... Si elle est bien suivie, et avec des adaptations et tout, la personne peut bien travailler et être productive. Exactement. Mais quelle est la bonne stratégie? Parce que vous avez parlé de santé et sécurité au travail, la politique de santé et sécurité au travail, qui doivent également intégrer justement ces éléments-là. Les maladies chroniques. Quelle est la meilleure stratégie pour les intégrer? D'abord la gouvernance, c'est-à-dire un engagement de la direction avec des objectifs et des indicateurs, c'est-à-dire aménager les postes de travail, faire les contrôles, les visites régulièrement avec les dépistages et tout ça. Il faut évaluer les risques, c'est-à-dire que pour les gens, on a parlé des maladies respiratoires, les gens qui sont asthmatiques, pour éviter qu'ils ne soient dans un environnement où il y a des poussières, des fumées ou des allergènes qui sont censés déclencher, comment dirais-je, leur crise. Il y a la prévention pour la promotion de la santé. J'ai parlé de dépistage, c'est-à-dire on fait des glycémies à tous les travailleurs ou on contrôle la tension à tous les travailleurs. La lutte anti-tabac, l'aménagement des postes pour faire des activités de sport au niveau de l'entreprise. C'est toutes ces mesures qui permettent de mieux cadrer dans le cadre de la politique de santé et sécurité au travail. Donc, à vous entendre parler de ces aménagements, ça va coûter et nous savons que... pour l'employeur, bien sûr, effectivement. Mais tout ça, ça dépend de la manière dont les médecins du travail abordent ça. Parce que l'entreprise, il peut même dépenser dans ça et au finish gagner. Exactement. Parce que si tu dépenses dans ça, tu as moins d'arrêt de travail. Donc c'est un investissement. C'est un investissement qui permet de gagner à la fin. D'accord. Je pense que comme vous l'avez dit, le médecin du travail a un rôle à jouer. Très important en rapport avec l'employeur. Exactement. Et le travailleur aussi qui doit suivre aussi les conseils qu'on va lui donner par rapport à sa prise en charge, par rapport à ses médicaments et tout ça. Mais on a remarqué quand même par rapport à ces maladies chroniques, généralement, on reproche beaucoup au fait qu'ils ne sont pas très disciplinés par rapport aux consignes données. Alors, vous avez parlé de devoirs, droits et devoirs des malades chroniques. Est-ce que l'indiscipline est en rapport avec la maladie? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, en fait, non, moi, je ne suis peut-être pas d'accord qu'il y a plus d'indisciplinés. Il y a beaucoup de malades aussi qui respectent... Moi, je pense que c'est l'exception. Il y a toujours des gens indisciplinés qui ne prennent pas leurs médicaments, tout ça, mais ce n'est pas le nombre le plus élevé. Non, pas du tout. Au contraire, c'est l'exception. Voilà, parce que c'est toujours perçu dans nos sociétés. Non, c'est l'exception. C'est l'exception.
Alors, donc, quel avenir pour les travailleurs atteints de maladies chroniques, par exemple, au Mali? Parce que vous avez parlé des conditions à remplir, les politiques publiques qui aujourd'hui ont pris en charge cette partie. Mais selon vous, quel est l'avenir qu'on peut réserver à ces maladies travailleurs chroniques? Bon, l'avenir, c'est surtout l'extension, comme on dit, de la politique de santé et sécurité au travail vis-à-vis de ces travailleurs qui font des maladies chroniques. C'est uniquement ça. C'est-à-dire, comme je dis, les visites périodiques, les visites de reprise de service, les suivis réguliers de ces gens par des contrôles biologiques, etc. C'est surtout ça, c'est ça leur avenir. Mais par exemple, vous avez parlé des cas de ceux qui travaillent dans le domaine, par exemple, de l'électricité, à l'EDEM, etc. Et par exemple, dans les mines, nous savons que là-bas, les conditions de travail peuvent être extrêmement difficiles, ou même dans les usines. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Alors, dans les mines, les conditions de travail sont peut-être difficiles, mais dans les mines, la médecine du travail est appliquée. C'est dans les mines que la médecine du travail est appliquée pratiquement à 100%. Le suivi des travailleurs, les visites périodiques, etc., le port des équipements de protection individuelle et tout, dans les mines, c'est bien respecté. Hein. Donc, il n'y a pas de souci sur ce plan. Donc, quel que soit le type de maladie, non. Tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Mais si la personne est dans des dispositions que le poste qu'il a est, par exemple, l'épilepsie, on n'en avait pas parlé, mais ça fait partie aussi des maladies chroniques. Parce que c'est des maladies qui traînent aussi en longueur, qui ne guérissent pratiquement pas. Exactement. On peut les stabiliser. Bon, s'il est dans une usine ou ça, il faut arrêter de le faire travailler. Parce que si la crise survient pendant qu'il est en train de travailler, ça peut poser d'énormes dommages et pour l'entreprise et pour même ses collègues de travail. Donc, quel type peut-être de travail il faut éviter pour ce type de maladies? Bon, il faut éviter ces types de travail de responsabilité, de mettre en marche, par exemple, s'ils doivent mettre en marche une partie de l'usine, etc., le mettre en marche ou l'arrêter, c'est ça qu'il faut éviter. Les travaux en hauteur, je l'ai dit, s'ils doivent monter sur des poteaux ou sur des trucs, c'est des travaux là. Donc ça rentre dans le cadre de l'adaptation toujours de la maladie et puis du poste de travail. Donc c'est ça. Maintenant, dans le cas du diabète, vous avez parlé effectivement des crises. Mais par exemple, quand vous avez des travailleurs qui souffrent, par exemple, de diabète, etc., ça veut dire qu'ils ont un régime alimentaire particulier. Tout à fait. Nous savons qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui utilisent, par exemple, les trucs les restaurants, les cantines. Est-ce que ces malades ont le droit d'exiger, par exemple, que ces choses soient prises en compte dans les plats? Bon, les malades ne peuvent pas exiger le malade lui-même. Comme j'ai dit, tout est la responsabilité de l'employeur. C'est ça, c'est l'employeur qui peut dire, écoutez, puisque vous préparez des jus, nous on a des diabétiques ici, il faut amener des jus sans sucre. Donc c'est toujours l'employeur qui oui, c'est lui qui est au four moulin dans cette histoire. Hein. Exactement. Ouais. Mais on ne peut pas l'exiger pour le monsieur ou l'entreprise qui s'occupe de la cantine. Donc, voilà. Donc, maintenant, moi, j'aimerais comprendre également un aspect par rapport à l'avenir de ces travailleurs au Mali. Nous savons que le secteur informel domine par rapport au secteur formel. Formel, bien sûr. Est-ce que ces malades chroniques dans le secteur informel ont un droit quelconque? Bon, ils n'ont pas de droit, mais ils doivent avoir un droit parce que on est en train, je ne sais pas, vous avez entendu parler de l'assurance volontaire. C'est ça. Alors, l'assurance volontaire, c'est pour tout le monde. C'est pour ce secteur-là. Oui. Et dans l'assurance volontaire, il y a bien un volet assurance maladie. Ils sont pris en charge pour les consultations, pour les médicaments, pour les hospitalisations et tout ça. Maintenant, je ne sais pas, il faut trouver un moyen de faire encadrer tout ça par, je sais pas, la médecine du travail. C'est ça qui va peut-être manquer. Mais ça, je pense que les médecins du travail, l'association même des médecins, il y a une fêtière, il y a une association des médecins du travail. C'est eux qui peuvent peut-être réfléchir à ça, quitte à passer faire des campagnes de sensibilisation et tout ça.
Bon, au départ, à le faire à des coûts minimes ou même gratuitement, pour que le secteur sente l'importance de ça. Bon, après, ils peuvent même monnayer des activités comme ça. Est-ce que cette fêtière fonctionne actuellement? Ah si, l'association fonctionne très bien. L'association des médecins du travail fonctionne très bien. D'accord. Alors, quel est le message que vous souhaitez adresser peut-être aux employeurs, parce que au regard du rôle important que vous avez attribué quand même aux employeurs dans la gestion des maladies chroniques, et quel est le message? Alors, aux employeurs, il y a des messages pour les employeurs et pour les travailleurs. Exactement. Alors, aux employeurs, comme je l'ai dit, une maladie chronique n'efface pas la compétence. C'est-à-dire qu'on peut être malade et être compétent à faire son travail. Ce qui peut coûter cher, comme on a dit, c'est l'absence de prévention, l'organisation du travail à risque et la stigmatisation. Ensuite, il faut qu'ils investissent dans 4 actions simples. Le dépistage, comme j'ai dit, pour l'hypertension artérielle et le diabète, la politique antidiscrimination, la confidentialité, j'en ai parlé, et les procédures d'aménagement pour le retour au travail. Pour les travailleurs, c'est de se faire dépister tôt, c'est de suivre correctement leur traitement et de parler à leur médecin du travail et à leur médecin traitant. Parce que le travailleur, il est encadré par 2 personnes. Le médecin traitant, celui qui le consulte, qui lui prescrit les médicaments et tout ça, et le médecin du travail qui essaie d'adapter la maladie au poste de travail du travailleur. Voilà. L'objectif, c'est de rester actif et en sécurité. Alors, travailler et rester en sécurité, c'est le message phare que vous adressez aux employeurs. Nous avons fait le tour quand même des questions et je pense que peut-être vous donner la parole, peut-être si vous avez un mot également à l'endroit peut-être de nos autorités, parce que vous avez parlé tantôt des politiques qui ont été validées tout récemment. Est-ce que vous avez un message particulier pour nos autorités? Bon, le message pour les autorités, c'est d'appliquer ces conventions qu'ils ont eux-mêmes entérinées. L'autre message, c'est par rapport à faire des dispositions pour la prise en charge de ce secteur informel qui représente à peu près 80% de la population. C'est ça que je veux leur dire. Vraiment, merci pour vos messages. Merci. La gestion des maladies chroniques aux travailleurs doit devenir une priorité des politiques de santé et de sécurité au travail. Investir dans la prévention, l'adaptation des postes et le dialogue social, c'est réduire les dommages corporels, les coûts sociaux et renforcer la performance des organisations publiques et privées. Voilà, c'est sur cette conclusion que cette émission va prendre fin. Merci à tous et à toutes. Et on se donne rendez-vous pour le second numéro, Inch'Allah. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Kabo kasubɛ foli kɛ ka di an filɛbaa bɛɛ lajɛlen alima maa maa sɔgɔlen bɛ Joliba TV la nin waati in na an b'a fɔ ko ani su aw bisimila farikoloɲɛnajɛ ale ye baro sigi o kɛnɛ o sanfɛ. Sport comme armée il me faut sportif dɔrɔn de kɔnɔ. Kosɛbɛ. À part le président de la République. ni i bɛ yɔrɔ dɔrɔn sportif ani judoka kelen bɔra. kelen pe. Une nation de fois. Oui. Ka baara kɛ professionnellement, ka baara kɛ sur le plan professionnel, an ka jamana tɔ bɛ ka mabɔ o la de. Ka mabɔ a la. A bɛ ka mabɔ a la de. An tɛ amateur yɛrɛ bilen, an bɛ bricolage de la. O ye entraîneur n'i ma niveau dɔ sɔrɔ, e de bɛ boli poste nɔfɛ. Mais n'i ye niveau dɔ, ni entraîneur ye niveau sugu dɔ sɔrɔ, mɔgɔw de bɛ taa entraîneur ni démarcher a ka na u entraîner. Maroc championnat équipe tɛ yen ko Mali joueuse kelen fila saba tɛ équipe min na. Muso ballon tan na. Et o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la i b'a sɔrɔ Maroc championnat meilleure joueuse
Avec pas Mali là. Maroc championnat meilleure buteuse. C'est une Malienne. Oui. Catres Mag. Fidèles téléspectateurs de Djeliba TV News et auditeurs de Djeliba FM, bonjour et bienvenue sur le plateau de Catres Mag, votre émission de santé, sécurité et sécurité sociale. La santé et la sécurité au travail est devenue un droit fondamental. Et déclarer son travailleur à l'Institut national de prévention sociale qui est l'INPS, le travail étant jeune, il a travaillé pendant 10 ans, 15 ans, il va avoir une pension. Si vous ne l'avez pas déclaré, il ne l'aura pas. Et c'est peu que ce monsieur-là, il venait à se faire blesser, ou bien même mourir. C'est une situation de famille. Et il n'y a pas la sécurité sociale derrière lui. Qui est responsable sur vous? Et d'ailleurs, il y a le code du travail qui dit ça, vous êtes responsable. Aujourd'hui, si nous voulons diminuer ces accidents de trajet, ces conséquences pour notre vie, de façon sociale et de façon économique, je pense qu'il faudrait aller maintenant à la sanction. Trop, c'est trop. Au jour d'aujourd'hui, la norme internationalement reconnue en termes de management de santé et sécurité, c'est vraiment ISO 45001. ISO 45001 donne les exigences nécessaires pour le bon management d'un système de santé et sécurité. Réitérer l'invitation auprès des entreprises, auprès seulement des entreprises et auprès des services, auprès de toute personne qui manie les informations personnelles, de prendre attache avec la PDP. An balimaw an bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma nin waati la aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ Joliba Jafilɛso sanfɛ i n'a fɔ laadalako la jama ko de kɛnɛ don an bɛ hakilinatigiw bisimila jamana lahala dɔw kan ani jamana hakilinaba dɔw kan. Dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ne bɛ ka élection ko kuma fɔ ngali ni président Asimi bɛ segin ka na a don a tigi bɛ ɲini ka ne bugɔ. Defu ko n'u bɛ examen ko ninnu na ne ka yeta t'olu ye quoi. Mais mɔgɔ nafama joli b'a la. Mɔgɔ tɛmɛnen kɔfɛ fɛn wɛrɛ ma bɔ a la tuguni. Fɔ bi. Bon o kɔfɛ bon comme jamana ko la janni an ka girin ka taa gɛrɛw la an bɛ siraw bɛɛ lajɛ fɔlɔ. U ye tiɲɛni min don an kun an bɛ se k'o labɛn cogo min. Taa mɔgɔya yɛrɛ fan fɛ arabu nali bi an kan olu ye san 1400 de kɛ k'an don jɔnyajuru la ka farafin don jɔnyajuru la. Mais n bɛ danfara dɔn arabuya ni silamɛya cɛ dɛ. A ma kɛ kojugu ye a ɲɛna yɛrɛ. Mais a ɲɛna kiri mais ne bolo kiri kɛcogo o de ma ne kunbɛn. الثقافة يمكنها أن تكون رافد أساسي في استقرار القارة الإفريقية. أنا أعتقد أن التحضر الإنسان أحسن من تحضر البلد. كان التعاون يعني تاريخي بين ليبيا ومالي لنا شواهد كثيرة خاصة في حضارة تمبكتو. لأول مرة في حدود ما علمه أنه تجرى دراسة أكاديمية باللغة العربية من مؤسسة عربية عن الإسلام والمسلمين في جنوب أفريقيا. الرجل الحقيقة مانديلا رجل أسطوري وسيبقى أسطوريا ما دامت الأرض موجودة والله سبحانه وتعالى يديم هذا الكون. كل شيء في هذه البلاد جديد ونحتاج إلى كفاءات في كل المجالات. عندما نتأمل في هذه الإحصائية التي قدمها السيوطي وخصوصا في كتاب الإتقان نجد أن أكثر من نصف هذه المفردات تعود إلى لغات إفريقية. أولا الوحدة الإسلامية، ما كنا نعرف هذا الاختلاف ولم يخطر ببالنا قط أننا من دول متفرقة. نحن بصدد كيف نصل إلى مالي موحدة، تراب وطني واحد يستوعب الجميع ويتساوى فيه الجميع وتوزع فيه الخيرات والجهد الاقتصادي على الجميع، وأن يكون هناك قبول من الجميع بالوطن الواحد بالمواطن الواحد.
baro firi ga bersu aya nte to taro ne ga ene jajo berchien honnêtement ma fo ko yoro mambune awo mais ay ne seru jajo anya Debeto, c'est lui qui disait toujours mais il est erkani wakati sangani eri jama be jama te abena abe yele bare mala ko me yele sangani wakati tu vois échec ou kara mais ni doima ayela au erkele ça a trouvé que la salle était pleine parce que fin bébé niveau mina sira niveau de en fait musomanu nga côté là je dirais sira do be akadouye kanike mais est-ce que ni kuma tena caya a donata borata des trucs comme ça manager de kan bedo kan industrie musicale don manager kan producteur don distribution don ka plateforme streaming be to comme manager kan bedo mais man la ibaye ina fo question m'adresser au mar la ibaye manager chama be bibi na to fo do musique là bien na l'isra de yugula nya yugula ko do songo sa ke fendo e manu ya ndi bom wala mo ndi se mo honte se be ka do songo na mungara ne la laba ne resile ni nge wakali be do songo ni mabulo kete ke ya na so be clash flani fin be bala règle te clash là auto akmani fo kono comme clash ke mais c'est faux ma dia kana damne doron fin be bala chanu abe mali san demseni be ba ta nyini TikTok ni ateru ni nyogonje sino ni be nyefoli ke de aya mase mo ga bla srablon mo se tam zonu ko fuka che kolta ngom zonu be teke chine ko lokro kasoro min ngoro nyogonte so kade kono era ko jatimine ntaro be drogu fu fata amsoman jolbe mali la yoro la ni téléphone dagale ya bulu to ka téléphone wa kemen ko wa bise ngo wa biron ko ben ala ne kirache o ka du bela jeni matla farale nyon ka to ka téléphone soro afa be siminga babe siminga rebe siminga dogon be siminga korobe siminga fembe bile abena ala ne kirache to ka téléphone soro. Aimables téléspectateurs, vous suivez actuellement Joliba TV News et l'émission c'est Informe Elle. Quand tu voyages, tu vas voir que même pour consommer un café, même pour te mettre des vernis à ongles, partout où tu vas payer les taxes. Mais au Mali, tu peux vivre ta vie dans le secteur informel sans donner un franc à l'État. Est-ce que je dois m'asseoir et regarder, observer que la situation de l'insalubrité à Bamako devient de pire en pire? C'est en ce moment que je me suis dit non. Je ne vais plus m'asseoir et observer. Je vais faire quelque chose pour le Mali. C'est juste pour informer les autres femmes de venir faire la conduite. Ce n'est pas du tout diabolique, ce n'est pas du tout sorcier. Donc la conduite, elle est faite pour n'importe quelle personne. Qu'est-ce que c'est que le griot ou la griotte? Qu'est-ce que ça apporte comme stabilité à notre société? Et quand les autres se battent, quel rôle un griot doit jouer et comment il doit contribuer à l'équilibre, à l'apaisement, à la réconciliation et à la paix. Informe Elle, décryptons l'info, amplifions nos voix. Émission Musoya Jamukan, mais pour moi c'est gata bulukan. Oka Musoya Jamukan, amba donc a fambe mi hadamadenw bela nga kɛrɛnkɛrɛnnen ala degun min bɛ musolakaw kan a ka d'an ye an k'an da don la. Sensibilisation. O ye rôle belebele ye min bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔyɔrɔ fa la parce que o sensibilisation de bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni baarakɛɲɔgɔnya ye ka na ni kumaɲɔgɔnya ye ka na ni bɛn ye kanda tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani population. Ni dialogue tɛ yen ɲɔgɔn faamuyali tɛ yen hali couple kɔnɔ bɛ foyer la ni kumaɲɔgɔnya tɛ yen ɲɔgɔn faamuyali tɛ yen o kumaɲɔgɔnya de bɛ na ni sababu ye min bɛ se ka a to an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ kunnafoni fana dili la. C'est pour être clair que malien de kan ka Mali mara nɔgɔ foyi kana k'a la foyi wɛrɛ tɛ fara a kan malien de bɛ Mali mara. Et puis a ɲɛsin no mɔgɔ ma o ye président de élection présidentielle de don sinon poste tɔ bɛɛ malien de élection ka marifa ta i ka jamana kama i bɛ se ka na i ni ka jamana ka kuma échanger n'a kumana bɛ se ka solution sɔrɔ ma mugu ta ɲɔgɔn fɛ parce que rébellion kelen kɛra u ye bɛɛ y'i ka place sɔrɔ bɛɛ sigira bɛɛ ye tenue don intégration kɛra donc ce n'est plus la peine de venir créer une autre rébellion. ye an ka
dugu ta jamana ta e ba jamana ta yɛrɛ y'a fɔ cogo min na sariya kɔ sariya caman de bɛ jamana kolen kɔnɔ nka sariya ninnu barikaw tɛ kelen ye sariya mun barika ka bon ni sariya bɛɛ ye o ye an ka sariya sunba ye ni yɛrɛ y'a fɔ ko constitution. émission musoya ye jamukan ye min bɛ kuma sigida taabolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka hakɛw ani u ka ɲɛtaw a bɛ se k'an lasɔrɔ. Joliba TV News, première chaîne d'information du Mali. Pub. Écoute-moi, Skidi. Il n'y a pas plus belle victoire que de voir tous les royaumes alliés et ennemis se prosterner devant un seul et même roi. Et ce roi, c'est toi, Shaka, fils de Senzaga Kona. Une guerre se prépare. Il va vouloir se venger. Tu dois bâtir ton propre royaume. C'est toi le roi. Mieux vaut faire la paix que la guerre. Mais parfois, on n'a pas le choix. Nous les anéantirons tous jusqu'au dernier. Ah non! À l'attaque! Allez! Maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Votre série Canal+ originale inédite Shaka Ilembe saison 2, tous les jeudis à 20h30 GMT sur Canal+ Magic. L'année commence fort sur tous les terrains avec Canal+. C'est Hakimi au bout du compte, au bout de la nuit. Les étoiles brillent sur l'Europe. Au bout de l'envie. Magie en France. Grand spectacle en Espagne. Feu d'artifice en Allemagne. Et en Angleterre, la passion est totale. Alors jusqu'au 31 janvier, réabonnez-vous à votre dernière formule et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English Plus pour ne rien rater des chaînes Super Sport. Pub. Regardez Joliba TV News. Informer, former et éduquer les Maliens en leur donnant accès à l'information partout et tous les temps. Regardez Joliba TV News. Joliba TV News, l'information en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7. De nombreux rendez-vous d'actualité, d'information et de connaissances. Joliba TV News, une télévision d'actualité qui regarde le Mali à travers des yeux de tous les Maliens. Joliba Evening News. Le Mali devient la première puissance militaire au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA selon Global Firepower. Une montée en puissance notable des femmes qui marque un tournant majeur dans l'avenir sécuritaire du pays. La 3e édition du Salon national du numérique a ouvert ses portes ce jeudi 29 janvier à Bamako. Un rendez-vous d'envergure nationale qui réunit innovateurs, experts et décideurs autour des mêmes objectifs, donner un nouvel élan à la transformation numérique dans le pays. Dans la page internationale en Éthiopie, selon des sources, des combats ont opposé ces derniers jours les troupes fédérales à des groupes armés tigréens. Les vols à destination du Tigré ont été suspendus, une première depuis la fin en 2022 dans cette région du nord de l'Éthiopie.
Le Mali devient la première puissance militaire au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA selon le classement global Firepower 2026. Une montée en puissance notable qui marque un tournant majeur dans l'avenir sécuritaire du pays. À l'échelle continentale, le Mali occupe désormais la 17e puissance militaire africaine, tandis qu'au niveau mondial, il se classe au 104e rang sur 145 pays évalués. Il devient ainsi la deuxième force militaire d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria, qui conserve sa position dominante dans la sous-région. Le classement, qui a désigné le Mali premier dans la zone UEMOA, repose sur le Power Index, un indicateur établi à partir d'environ 60 critères. Contrairement à une approche fondée uniquement sur les effectifs, cette méthodologie prend en compte plusieurs paramètres, notamment les capacités opérationnelles, les équipements terrestres, aériens et navals, la logistique, le budget de défense, l'accès aux ressources stratégiques, la solidité financière et la capacité de projection. Dans le détail du classement régional, la Côte d'Ivoire occupe désormais la deuxième place au sein de l'UEMOA, se positionnant au 20e rang africain et au 108e rang mondial. Elle est suivie par le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin. À l'échelle africaine, l'Égypte conserve sa première place militaire sur le continent, occupant la 19e position mondiale devant l'Algérie. À l'opposé du classement africain, la Centrafrique figure parmi les derniers pays évalués. Sur le plan mondial, les États-Unis dominent toujours le classement global, suivi de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de la Corée du Sud, tandis que la France se maintient au 6e rang mondial. La première place du Mali au sein de l'UEMOA constitue un signal fort sur le plan stratégique et sécuritaire. Elle traduit une montée en puissance progressive des forces armées maliennes, conformément aux souhaits des autorités de la transition. Le Mali demeure aujourd'hui l'un des pays les moins avancés dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle, dans un monde en constante mutation technologique. Face à ces enjeux majeurs, le gouvernement malien, à travers le ministère de la Communication et de l'économie numérique, ouvre ce jeudi 29 janvier la 3e édition du Salon national dédié au numérique. Ce rendez-vous d'envergure nationale réunit innovateurs, experts et décideurs autour des mêmes objectifs, donner un nouvel élan à la transformation numérique dans le pays. En effet, la semaine du numérique est un rendez-vous stratégique pour notre pays. Elle permet d'alimenter les visions politiques, les capacités techniques et les attentes des citoyens autour d'un même objectif, bâtir un État moderne, efficace et protecteur dans un espace numérique confédéral, sécurisé et prospère. Elle est aussi un espace de redevabilité. Nous devons mesurer ce qui a été fait, reconnaître ce qui reste à faire et fixer des priorités réalistes. Cette édition accordera une dimension spéciale à la promotion du genre pour des métiers du numérique et à l'apprentissage par le numérique. Pour cette édition 2025, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES ont répondu présents. Pendant 3 jours, experts, start-up et étudiants échangeront et présenteront leur savoir-faire autour du thème « E-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture ». Le numérique est aujourd'hui un instrument de souveraineté, un outil de continuité de l'État, un puissant accélérateur d'inclusion et de plus en plus un espace stratégique où se joue notre capacité collective à décider par nous-mêmes. Mesdames et messieurs, notre région a besoin de chantiers communs, identifiables, finançables et mesurables. À cet effet, je propose que nous puissions consolider dans l'espace AES une feuille de route articulée autour de nos priorités qui sont les suivantes. Cybersécurité et réponse aux incidents, hébergement souverain et services partagés, identité numérique et confiance, compétences, jeunesse et entrepreneuriat, culture et contenu sahélien. Je suis convaincue que ces projets, s'ils sont portés collectivement, donneront une consistance tangible à notre diplomatie numérique, une diplomatie de solutions au service de la souveraineté et du développement. Le Niger partage pleinement cette ambition. Conscient du potentiel stratégique de l'intelligence artificielle, notre pays a engagé plusieurs initiatives visant à l'intégrer dans sa stratégie de développement, notamment
publiques et anticiper les crises. L'événement est parrainé par le ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Tout au long du salon, les débats porteront notamment sur l'intelligence artificielle et la e-gouvernance, l'accès aux services universels, l'identité numérique, la certification et la signature électronique, la cybersécurité, la confiance numérique, ainsi que les modèles de financement des initiatives TIC. À travers ce salon, son retard numérique et de positionner l'innovation et l'intelligence artificielle comme des leviers essentiels de développement et de souveraineté technologique. L'Institut supérieur de commerce ISC Business School a célébré ce mercredi 28 janvier 2026 la sortie de sa promotion 2025 baptisée Feu Ahmed Niang. Ils étaient plus de 200 étudiants issus des cycles licence et master à recevoir leur diplôme sous les regards fiers de leurs familles et amis. Aujourd'hui, nous célébrons la promotion 2025. Mais cette promotion porte un nom qui lui donne une dimension particulière. La promotion Ahmed Niang. En donnant son nom à cette promotion, nous ne faisons pas qu'honorer sa mémoire. Nous transmettons un héritage. Nous confions à nos étudiants une responsabilité morale, celle d'incarner dans leur parcours professionnel et humain les valeurs qu'ils représentaient. Cultivez l'éthique, osez entreprendre, servez votre pays, restez humain. Soyez courageux face aux obstacles, solidaires dans la réussite, exemplaires dans le comportement, ambitieux dans vos projets. Que partout où vous passez, on dise « Ce diplômé vient de l'ISC Business School ». Un hommage salué par la famille du parrain pour qui cette reconnaissance dépasse le cadre académique. C'est une grande gratitude vraiment que l'école vient de faire à l'endroit du papa. C'est une immense joie. Et toute la famille entière est représentée par l'aîné pour faire partie de cette fête-là. C'est un grand honneur pour nous et nous remercions infiniment l'Institut ISC. Pour ces diplômés, cette graduation marque une grande fierté et l'accomplissement de longues années de labeur. C'est un honneur d'être major de promo. C'est avant tout vraiment des temps et des moments de labeur. C'est-à-dire qu'on a énormément travaillé pour ça et je suis fière d'être la major de promotion de 2025. Bon, je dirais un sentiment de soulagement après tant d'efforts. Donc, on ne peut être que content et joyeux. Donc, nous avons pu honorer nos parents et nos amis aussi. Donc je dirais que j'ai un sentiment d'accomplissement, on va dire. Entre mémoire et engagement, cette promotion 2025 s'inscrit dans la continuité de la vision de l'ISC Business School, former des diplômés compétents et porteurs de fortes valeurs humaines. L'Association malienne des anciens fonctionnaires des Nations Unies, AMAFONI, a tenu ce jeudi 29 janvier 2026 son assemblée générale à Bamako. Cette rencontre avait pour objectif principal d'évaluer la mise en œuvre du plan d'action 2025 et de définir les perspectives pour l'année 2026. Nous allons revoir un peu ensemble la mise en œuvre de notre plan d'action 2025. Nous allons également voir un peu les perspectives pour l'année 2026. Nous, la fin de la journée, c'est surtout adopter notre plan de travail pour l'année 2026 et nous avons pu réaliser à plus de 70% notre plan d'action 2026 et nous espérons que nous pourrons valider comme il se doit le plan 2026 et le mettre en œuvre avec l'accompagnement de tous nos membres et du système des Nations Unies et même de la partie nationale. Forte de 92 membres, tous fonctionnaires nationaux ayant servi au sein du système des Nations Unies, l'AMAFONI entend mettre son expertise et son expérience au service du Mali, confronté à une crise multidimensionnelle mêlant enjeux sécuritaires, économiques, climatiques et humanitaires. Association malienne des anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies, c'est un puits de connaissances, c'est un puits d'expérience. Donc chaque élément de cette association apporte quelque chose en soi. Et dans l'association, vous avez un condensé de cela. Vous ne trouverez cela nulle part ailleurs.
Et donc, ce serait vraiment dommage qu'on n'en profite pas. Dans un contexte national et international marqué par l'instabilité, les inégalités persistantes et les conflits, le représentant résident des Nations Unies au Mali a salué l'héritage et l'engagement des anciens cadres onusiens, soulignant leur rôle stratégique dans l'accompagnement du pays. Vous avez contribué à bâtir les fondations sur lesquelles nous continuons de travailler. Nous mesurons chaque jour l'importance de l'héritage que vous avez laissé aussi. Les réformes en cours du système des Nations Unies, notamment au niveau terrain, au niveau du bureau terrain, s'inscrivent dans la continuité des principes que vous avez défendus. D'emblée, je dois dire que le Mali est fier de votre contribution inestimable au rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Vous avez été des exemples vivants de compétences, de dignité et d'abnégation qui continuent de nous inspirer. À l'issue des travaux, l'Assemblée générale a adopté le plan d'action 2026 de l'Amaphonie, une feuille de route destinée à renforcer la contribution de l'association face aux défis majeurs et aux échéances à venir. L'État ivoirien a commencé l'achat des stocks de cacao entassés dans les coopératives pour permettre aux producteurs d'être payés face à une crise de la filière, a annoncé jeudi l'organe régulateur de ce secteur. Le secteur du cacao, qui représente 14% du produit intérieur brut PIB du pays, est dans une situation critique depuis plusieurs semaines avec un ralentissement des exportations sur fond de problèmes de liquidité des acheteurs et de baisse des cours mondiaux, alors que le prix fixé par l'État ivoirien pour un kilo de cacao a atteint un prix historique de 2800 francs CFA. Nous avons constaté au début du mois de janvier qu'il y avait un ralentissement de la commercialisation. Ce ralentissement dû principalement à deux phénomènes. Premier phénomène, le problème de la logistique dans les ports. Le fait que les bateaux qui viennent dans le port d'Abidjan ne viennent pas à temps pour récupérer la production qui est disponible. Deuxièmement, il y a le problème de la liquidité. À partir du moment où il y a un problème de liquidité, vous comprenez que dans le circuit de la commercialisation, il y a un problème de paiement. Ces deux phénomènes conjugués ont fait en sorte que la commercialisation s'est ralentie à l'intérieur du pays. Conséquence de cet engorgement, une partie des 5 millions de personnes qui vivent du cacao ne toucheraient plus de revenus depuis plusieurs mois, alors que la plupart vivraient déjà sous le seuil de pauvreté. La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé l'achat des stocks de cacao par l'État en collaboration avec le Conseil Café Cacao CCC de l'Organisation interprofessionnelle des producteurs de cacao OIA. L'État joue un rôle d'intermédiaire en avançant l'argent nécessaire à l'opération en attendant que, dans un deuxième temps, les exportateurs rachètent le stock, remboursant donc cette avance. Toutefois, si le gouvernement avait estimé la semaine dernière les stocks de cacao bloqués à 130 000 tonnes, le Conseil Café Cacao CCC n'a pas souhaité confirmer ce chiffre. Deux syndicalistes de la filière cacao seraient convoqués une nouvelle fois vendredi par la justice après avoir dénoncé la situation de crise. Le Ghana, premier producteur d'or d'Afrique et 6e mondial, s'apprête à réformer son code minier afin d'augmenter sa part des revenus générés par la flambée des prix du précieux métal, suscitant l'inquiétude des sociétés minières étrangères présentes dans le pays. En révisant son code minier, qui offre actuellement aux sociétés minières étrangères des conditions fiscales et de redevance avantageuses, laissant à l'État une part limitée des revenus, le gouvernement ghanéen emboîte le pas à d'autres pays du continent, Mali, Tanzanie ou encore RDC, qui ont déjà modifié leur réglementation afin de mieux profiter de l'augmentation de la demande mondiale en or et en terres rares. Les cours de l'or ont explosé dernièrement avec une augmentation de plus de 65% sur l'année 2025. Au Ghana, pays de 35 millions d'habitants, la production aurifère légale est largement dominée par des sociétés étrangères telles que l'américaine Newmont,
les Sud-Africaines Goldfields et Anglo Gold Ashanti ou l'Australienne Perseus. Selon des informations attribuées à Isaac Andrews Tando, directeur général par intérim de la Commission des minéraux, le Ghana a depuis 2014 une politique qui n'a pas été révisée. Dans le cadre des réformes proposées qui devraient être présentées au Parlement d'ici mars, les redevances minières passeraient de 3 à 5% actuellement. Cours mondiaux de l'or, a détaillé Tando. Généralement, les accords miniers du Ghana gèlent les taxes pendant 5 à 15 ans en échange d'investissements pouvant dépasser 500 millions de dollars pour construire ou agrandir des mines. Mais certaines entreprises ne respectent pas leurs engagements, a déploré Tando. Les principales salles de cinéma d'Afrique du Sud ont retiré un documentaire sur la première dame des États-Unis, Melania Trump, juste avant sa sortie. Le distributeur invoquant le climat actuel aurait rapporté des médias locaux. Le média News 24 avait indiqué mercredi que le distributeur sud-africain Filmfinity avait brusquement retiré le film de la programmation. Jeudi, veille de sa sortie internationale le 30 janvier, le documentaire n'était pas à l'affiche sur les sites des cinémas du métro ou Ster-Kinekor, les deux principaux réseaux des salles du pays. Compte tenu du climat actuel, le film ne sortira plus en salle sur le territoire, aurait déclaré à News 24 Tobachan Govindarajulu, responsable marketing du distributeur, sans préciser à quel climat il faisait référence. Cependant, des informations rappellent que le gouvernement sud-africain entretient des relations tendues avec l'administration du président Donald Trump, qui a critiqué la position de Pretoria sur plusieurs questions de politique intérieure et internationale. En plus d'une prétendue persécution des Afrikaners, les descendants des premiers colons européens, l'administration américaine a plusieurs fois reproché à Pretoria sa proximité avec Moscou et sa plainte pour génocide déposée devant la Cour internationale de justice CIJ visant Israël pour sa guerre à Gaza. Des combats, selon des sources dites concordantes, ont opposé ces derniers jours les troupes fédérales à des groupes armés tigréens et les vols à destination du Tigré ont été suspendus, une première très inquiétante depuis la fin d'une guerre en 2022 dans cette région du nord de l'Éthiopie. Les premiers affrontements directs entre armées fédérales et groupes armés tigréens avaient eu lieu en novembre 2025 dans la région voisine de l'Afar. Des tirs d'armes lourdes et des frappes de drones avaient notamment été dénoncés. Ces tensions font planer le risque d'une reprise d'un conflit après la guerre qui a opposé en novembre 2020 et novembre 2022 l'armée éthiopienne aux groupes armés tigréens dénommés Forces du Front de libération du peuple du Tigré. Au moins 600 000 personnes étaient mortes, selon des informations attribuées à l'Union africaine, des estimations que plusieurs experts trouveraient sous-estimées. Ces derniers jours, des combats se sont tenus à Tsemlet, ouest du Tigré, une zone revendiquée par des groupes de la région voisine de l'Amhara, d'après des déclarations attribuées à des sources diplomatiques et sécuritaires en poste en Éthiopie sous couvert d'anonymat. Le ministre espagnol des Transports a accusé jeudi au Sénat l'opposition de droite et d'extrême droite d'avoir alimenté le chaos après la catastrophe ferroviaire qui a fait 45 morts le 18 janvier à Adamuz en Andalousie Sud. Entré à la chambre haute du Parlement espagnol sous les cris de démission, Oscar Puente a défendu la gestion de la tragédie des autorités régionales et du gouvernement central à Madrid, promettant une nouvelle fois la transparence absolue, mais le ministre, sous les projecteurs depuis 10 jours, a surtout pointé du position de droite Parti populaire et d'extrême droite Vox dans la propagation de fausses informations sur le drame, notamment sur la réponse des autorités ou la politique de prévention du gouvernement. La tragédie ferroviaire d'Adamuz, la pire en Espagne depuis une dizaine d'années, a bouleversé tous les pays et ravivé le débat sur l'entretien du réseau ferroviaire national, comme un autre accident survenu 2 jours plus tard en Catalogne. Juste avant la prise de parole d'Oscar Puente, le Parti populaire, tout comme Vox, a déploré l'absence au Sénat jeudi du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui doit s'exprimer sur la tragédie le 11 février prochain face au Congrès des députés, la chambre basse du Parlement espagnol.
Le président russe Vladimir Poutine a reçu à Moscou jeudi son homologue émirati Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan entre deux sessions de pourparlers à Abu Dhabi sur le plan américain de résolution du conflit en Ukraine. Les premières négociations directes connues entre Ukrainiens, Russes et Américains sur le plan de Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine ont eu lieu vendredi et samedi dernier dans la capitale fédérale des Émirats arabes unis. Une nouvelle session devrait s'y tenir dimanche à laquelle les États-Unis pourraient de nouveau participer selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le président russe était accompagné d'une importante délégation dont le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Mohammed Ben Zayed a de son côté réaffirmé le soutien des Émirats au dialogue constructif et aux efforts dédiés à promouvoir des solutions diplomatiques nécessaires, mentionnant notamment la médiation de son pays dans les échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Les échanges de prisonniers et de dépouilles sont jusqu'à présent les seuls résultats concrets de négociations entre Moscou et Kiev sur le conflit déclenché par l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a affirmé jeudi avant la rencontre que les Émirats sont le principal partenaire commercial dans le monde arabe de la Russie. Les Émirats arabes unis et la Russie coopèrent étroitement sur le plan énergétique, notamment au sein de l'OPEP+, organisation qui rassemble les principaux pays exportateurs de pétrole. Joliba Evening News. Météo. De nombreux rendez-vous d'actualité, d'information et de connaissances. Joliba TV News, une télévision d'actualité qui regarde le Mali au travers des yeux de tous les Maliens. Aimables téléspectateurs, vous suivez actuellement Joliba TV News et l'émission c'est Informe Elle. Quand tu voyages, tu vas voir que même pour consommer un café, même pour te mettre des vernis à ongles, partout où tu vas payer les taxes. Mais au Mali, tu peux vivre ta vie dans le secteur informel sans donner un franc à l'État. Est-ce que je dois m'asseoir et regarder, observer que la situation de l'insalubrité à Bamako devient de pire en pire? C'est en ce moment que je me suis dit non, je ne vais plus m'asseoir et observer. Je vais faire quelque chose pour le Mali. C'est juste pour informer les autres femmes de venir faire la conduite. Ce n'est pas du tout diabolique, ce n'est pas du tout sorcier. Donc la conduite, elle est faite pour n'importe quelle personne. Qu'est-ce que c'est que le griot ou la griotte? Qu'est-ce que ça apporte comme stabilité à notre société? Et quand les autres se battent, quel rôle un griot doit jouer? Et comment il doit contribuer à l'équilibre, à l'apaisement, à la réconciliation et à la paix? Informe Elle, décryptons l'info, amplifions nos voix. Kabo kasubɛ foli kɛ ka di an filɛbaa bɛɛ lajɛlen alima maa maa sɔgɔli bɛ Joliba TV la nin waati in na an b'a fɔ ko ani su aw bisimila farikolo ɲɛnajɛ ale ye baro sigi o kɛnɛ o sanfɛ. Sport comme l'armée. Il ne faut sportif dɔrɔn de kɔnɔ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. À part le président de la République. Ni i bɛ yɔrɔ dɔrɔn sportif la ni judoka kelen bɔra. Kelen pe. Hymne national bɛ fɔ. Oui. Ka baara kɛ professionnellement, ka baara kɛ sur le plan professionnel. An ka jamana tɔ bɛ ka mabɔ o la de. Ka mabɔ a la. A bɛ ka mabɔ a la de. An tɛ amateur yɛrɛ bilen, an bɛ bricolage de la. O ye entraîneur n'i ma niveau dɔ sɔrɔ, e de bɛ boli poste nɔfɛ. Mais n'i ye niveau dɔ, ni entraîneur ye niveau sugu dɔ sɔrɔ, mɔgɔw de bɛ taa entraîneur ni démarcher a ka na u entraîner. Maroc championnat
équipe T, comme Mali joueuse qui est fla sabati équipe mina. Et on a repéré pour aller bas sur Maroc championnat meilleure joueuse. Avec Mali là. Maroc championnat meilleure buteuse. C'est une malienne. Oui. الثقافة يمكنها أن تكون رافد أساسي في استقرار القارة الإفريقية. أنا أعتقد أن التحضر الإنسان أحسن من تحضر البلد. كان التعاون يعني تاريخي بين ليبيا ومالي، لنا شواهد كثيرة خاصة في حضارة تمبكتو. لأول مرة في حدود ما عالمه أنه تجرى دراسة أكاديمية باللغة العربية من مؤسسة عربية عن الإسلام والمسلمين في جنوب أفريقيا. الرجل الحقيقة مانديلا رجل أسطوري وسيبقى أسطوريا ما دامت الأرض موجودة والله سبحانه وتعالى يديم هذا الكون. كل شيء في هذه البلاد جديد ونحتاج إلى كفاءات في كل المجالات. عندما نتأمل في هذه الإحصائية التي قدمها السيوطي وخصوصا في كتاب الإتقان نجد أن أكثر من نصف هذه المفردات تعود إلى لغات إفريقية. أولا الوحدة الإسلامية، ما كنا نعرف هذا الاختلاف ولم يخطر ببالنا قط أننا من دول متفرقة. نحن بصدد كيف نصل إلى مالي موحدة، تراب وطني واحد يستوعب الجميع ويتساوى فيه الجميع وتوزع فيه الخيرات والجهد الاقتصادي على الجميع، وأن يكون هناك قبول من الجميع بالوطن الواحد بالمواطن الواحد. an balimaw an bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma nin waati la aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ joliba jafilɛso sanfɛ i n'a fɔ laadalako la jama ko de kɛnɛ do an bɛ hakilinantigiw bisimila jamana lahala dɔw kan ani jamana hakilinanba dɔw kan. dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ne bɛ ka élection ko kuma fɔ ngali ni président Assimi bɛ segin ka na a don a tigi bɛ ɲini ka ne bugɔ. defu ko n'u bɛ examen ko ninnu na ne ka yeta t'olu ye quoi mais mɔgɔ nafama joli b'a la. n'o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn wɛrɛ ma bɔ a la tuguni. fɔ bi. bon o kɔfɛ bon komi jamana ko la janni ka don janni an ka girin ka taa gɛrɛw la an bɛ siraw bɛɛ de lajɛ fɔlɔ. u ye tiɲɛni min don an kun an bɛ se k'o labɛn cogo min. ka mɔgɔya yɛrɛ fan fɛ arabu nali bi an kan olu ye san 1400 de kɛ k'an don jɔnyajuru la ka farafin don jɔnyajuru la mais n bɛ danfara don arabuya ni silamɛya cɛ dɛ. a ma kɛ kojugu ye a ɲɛna yɛrɛ. mais a ɲɛna kiri mais ne bolo kiri kɛcogo o de ma ne kun minɛ. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce vol. Bon voyage. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord d'Aviation et Voyage. Très ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la nouvelle saison 2026. Aujourd'hui encore, nous vous embarquons pour une escale entre ciel et terre. Actualité, compagnies aériennes, récits incroyables et destinations des rêves. Tout est prévu pour vous faire voyager sans quitter votre siège. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, c'est parti pour un nouvel épisode. On commence ce vol par une information qui pourrait bien faire sourire plus d'un voyageur. La CEDEAO a engagé une réforme visant à réduire significativement les coûts du transport aérien entre ses États membres. À partir de 2026, plusieurs taxes et redevances qui alourdissaient fortement les prix des billets d'avion seront supprimées ou réduites. Concrètement, les États se sont engagés à supprimer les taxes non directement liées au transport aérien, comme certaines taxes touristiques ou de solidarité, et à réduire d'au moins 25% les redevances passagers ainsi que les frais de sécurité dans les aéroports. Jusqu'ici, ces taxes pouvaient représenter près de la moitié du prix d'un billet en Afrique de l'Ouest, faisant des vols intra-régionaux parmi les plus chers au monde, parfois même plus coûteux que des vols intercontinentaux. Par exemple, un vol aller-retour Dakar-Abidjan qui coûte aujourd'hui environ 260 000 francs CFA pourrait passer à 200 000 francs CFA, voire à 180 000 francs CFA, soit une baisse proche de 30%. Un autre cas frappant, un vol entre Lagos et Accra, pourtant très court,
peut actuellement coûter entre 225 000 et 300 000 francs CFA. Avec la réforme, ces tarifs pourraient baisser de 60 000 à 80 000 francs CFA. Attention toutefois, selon la CEDEAO, cette réforme pourrait entraîner une baisse des prix des billets allant jusqu'à 40% à condition que les compagnies aériennes répercutent effectivement la diminution des coûts sur les passagers. Vous trouvez que voyager en avion manque parfois de confort et de raffinement? Eh bien, il existe une compagnie qui a décidé de révolutionner l'expérience, Boeing Airlines. Basée au cœur de l'océan Indien, cette compagnie propose uniquement des cabines premium à bord de ses Airbus A320 où chaque siège se transforme en couchette pour un confort absolu. L'un des compromis entre classe économique et classe affaires, Boeing garantit un espace généreux et une atmosphère feutrée dès l'enregistrement jusqu'à l'embarquement avec des services VIP et un accueil exclusif. Elle se concentre principalement sur les voyageurs à destination des Maldives et d'autres lieux paradisiaques tout en étendant progressivement son réseau vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique. À bord, les passagers retrouvent une cuisine haut de gamme digne des meilleurs restaurants et bénéficient d'un service sur mesure dans un environnement élégant. Avec son offre unique, Boeing Airlines s'impose comme une alternative luxueuse au jet privé, redéfinissant les voyages premium comme une véritable parenthèse enchantée. L'aéroport international de Genève met en garde contre une arnaque en ligne prétendant proposer des ventes des valises perdues à des prix dérisoires, soit 1500 francs CFA. Cette fausse information, largement diffusée sur les réseaux sociaux et certains sites internet, a été formellement démentie par les autorités aéroportières. Derrière ces offres alléchantes se trouvent des cybercriminels cherchant à soutirer des données personnelles ou des paiements frauduleux. Les internautes sont incités à cliquer sur des liens douteux ou à effectuer des transactions pour des bagages inexistants. L'aéroport rappelle que les bagages perdus sont traités selon des procédures encadrées. Lorsqu'ils ne sont pas réclamés, ils peuvent être confiés à des associations ou vendus via des enchères officielles, jamais par les biais d'annonces en ligne non vérifiés. Les autorités appellent à la vigilance et conseillent de ne jamais cliquer sur des liens suspects, de vérifier l'information sur les canaux officiels et de signaler toute publication frauduleuse. Aucune vente de ces cibles n'est actuellement organisée par l'aéroport de Genève. Quand un avion de chasse devient incontrôlable, chaque seconde compte. Le 28 janvier 2025, un pilote a dû s'éjecter d'un appareil en perdition au-dessus de l'Alaska. Quelques instants après le crash, on le voit descendre lentement en parachute, échappant à la catastrophe. En cas d'urgence extrême, panne, incendie ou menace imminente, l'éjection est souvent la seule option pour sauver la vie du pilote. Une fois activé, les sièges éjectables propulsent l'occupant hors de l'appareil à grande vitesse. Un parachute s'ouvre pour assurer une descente en sécurité. Cette procédure, bien que vitale, n'est pas sans risque. Les forces d'éjection sont violentes et les conditions météo peuvent compliquer l'atterrissage. Mais avec des sièges toujours plus sophistiqués et des protections renforcées, l'éjection reste un outil de sauvetage crucial dans les situations les plus extrêmes. Cet incident en Alaska rappelle l'importance de cette technologie qui sauve des vies, même dans les moments les plus critiques. À 65 km de Sikasso, sur la route menant à la Côte d'Ivoire, se trouve le paisible village de Woroni où se mêlent beauté naturelle et traditions vivantes comme cette chute. Le village abrite l'une des merveilles naturelles du Mali, les chutes de Woroni. Hautes de 20 à 25 mètres dont les eaux cristallines se déversent sur les rochers pour former les bassins naturels. Les sites bénéficient d'un microclimat agréable, propice à la détente et à la contemplation. Les visiteurs peuvent aussi découvrir l'artisanat local, tissage, poterie et participer à des activités culturelles authentiques. Des randonnées permettent d'explorer les collines verdoyantes et les paysages agricoles. À proximité, les portes du Soudan, des blocs rochers formant une porte naturelle, marquant la transition entre la forêt et la savane. Ces sites historiques et spectaculaires étaient un passage incontournable pour qui explore la région. Woroni conjugue nature, culture et histoire, offrant aux amateurs de tourisme authentique une expérience inoubliable. Et voilà, nous arrivons à destination. Nous avons survolé l'actualité aérienne, découvert des compagnies innovantes, vécu des histoires incroyables et exploré de nouveaux horizons. Mais ne vous inquiétez pas, on remet ça très bientôt. En attendant, continuez à rêver, à explorer et surtout à voyager. À très vite pour un nouvel vol sur Aviation et Voyage.